Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Bonsoir, et dans la France à découvrir ce soir encore un secteur du tourisme, nous sommes champions du monde. Tous les ans, ce secteur accueille 23 millions de touristes répartis sur 8000 terrains situés dans les plus beaux endroits de France. De la tente ouverte en 2 secondes au mobil-home à la cabane perchée avec jacuzzi, le camping se réinvente en permanence et son histoire d'amour avec les Français n'en finit pas. Au sommaire de cette émission, le camping à la papa apéro bidochon a-t-il totalement disparu? Quelles sont les tendances en 2022? Qui fréquente les campings? Pourquoi le terme populaire n'a jamais été aussi bien porté pour qualifier cette cohabitation joyeuse et que connaissent tous les campeurs? Toutes les réponses, les bonnes adresses, les bons tuyaux pour aller camper demain, c'est maintenant dans la France à découvrir avec 2 éminents experts mondiaux du camping sous l'égide de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ça, c'est du lancement. Alors, nous irons en Dordogne accueillir G. Custer, qui est gestionnaire d'un célèbre camping 5 étoiles. En Lorraine, nous parlerons avec Éric Legros, gestionnaire du camping du Métais dans les Vosges. Et nous partirons dans l'Hérault, à 20 minutes de Béziers, pour parler avec Jean-Guy Amat, qui est gestionnaire du camping Yellow Le Sérignan Plage. Mais tout de suite, nous accueillons Nicolas Daillot, président de la FNHPA, donc la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, propriétaire lui-même de 2 campings, et Olivier Lacheneau, directeur général du réseau Camping Paradis, franchise dérivée, c'est ça, de la série Camping Paradis sur TF1, dernier né des opérateurs, lancé en 2020, 75 Camping Paradis aujourd'hui. Alors messieurs, première question, pourquoi le secteur du camping a-t-il une santé aussi insolente ? Eh bien, la recette du succès d'aujourd'hui est presque la même recette que celle du départ, sauf qu'on a réussi à se transformer. En réalité, la force première du camping, c'est d'occuper, vous l'avez dit dans votre lancement, des emplacements à très haute valeur environnementale, de grande qualité touristique. Là où les campeurs sont allés naturellement faire du camping sauvage après la Seconde Guerre mondiale. Historiquement, ça c'est comme ça que ça s'est fait. Ça c'est comme ça que ça s'est fait. Par contre, l'ingrédient supplémentaire, c'est que nous sommes le mode d'hébergement touristique le plus souple qui soit. Si on peut toujours s'adapter aux nouvelles attentes des clients, c'est parce qu'on transforme en permanence le camping, parce que ce n'est pas du bâti, un camping, ou très peu de bâti. Exactement, du bâti. C'est surtout des espaces non bâtis, des équipements légers, qu'on peut transformer à l'envie. Et puis, l'autre force du camping, c'est qu'on a pu justement conquérir des clients qui ne seraient jamais venus chez nous parce qu'on leur apporte... Mettez-vous bien en face du micro, voilà. Parce qu'on leur... Je vais le décaler. Oui, un petit peu. Parce qu'on leur apporte des prestations et des services qu'on ne leur proposait pas il y a 20 ans, justement parce qu'on a pu se transformer et les créer au sein d'établissements qui, à l'origine, étaient finalement très simples. Et la France, champion du monde, c'est vrai. On est aussi fort que les Américains. Et alors, on est aussi fort que les Américains, et même plus fort en pourcentage et en proportion de la surface du pays, puisque nous sommes 18 fois plus petits que la France, et plus petits que les États-Unis, et nous avons 2 fois moins de camping que les États-Unis. Donc, on a le maillage territorial le plus important de la planète. Et Olivier Lacheneau, vous avez lancé donc cette franchise dérivée de la série télé sur TF1, Camping Paradis. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous ? Bien justement, on vient chercher la différence. Là, on parlait de différence tout à l'heure, et de différenciation et d'évolution des campings. Donc, ce qu'on vient chercher dans les campings paradis, c'est avant tout une expérience client spécifique. Donc, on va se plonger dans l'univers de la série avec tous les avantages qu'on y trouve en termes de service. C'est ce qu'on appelle une expérience immersive. C'est immersif. Avec tous les codes de la série. Tous les codes. On va retrouver la scénographie, la voiturette, le Porsche, la Fiesta Boom Boom le soir, des animateurs spécifiquement formés à des animations qui sont camping paradisés. Et puis, surtout, on va y retrouver de la convivialité, du partage, de l'émerveillement, des stars de la télé qu'on va croiser pendant l'été, des animateurs qui sont là toute la saison. Donc on vient chercher une expérience spécifique. Alors vous l'avez lancé en 2020, est-ce que vous avez eu un petit peu peur vu le contexte ? Bah, écoutez, quand on l'a lancé en septembre, donc on n'avait pas peur. Et puis on a eu peur comme tout le monde en mars. et puis finalement, ça s'est pas si mal déroulé à partir de juin. Et on est d'ailleurs le mode d'hébergement qui a le mieux résisté à cette pandémie. On est chanceux de ce point de vue. Et bah voilà, la première année était difficile, la deuxième l'a été un peu moins, et celle-ci se présente encore mieux. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux pour parler et pour accoler au mot camping le mot populaire, et que ça n'est pas du tout quelque chose de péjoratif ou de dévalorisant? Populaire dans le bon sens du terme, comme on dit, c'est vrai ? Mais tout à fait. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire dans le secteur d'activité, c'est que notre transformation nous a permis, comme je le disais tout à l'heure, de capter des clientèles qui n'étaient pas venues dans le camping dans les années 60-70. Mais on a gardé tout notre socle de base, les clientèles populaires, comme vous le dites, les classes moyennes notamment. Et on a aggloméré des clientèles qui faisaient plutôt de l'hôtellerie, du gîte, de la chambre d'hôte, et qui sont venues dans le camping du fait des nouvelles propositions qu'on leur a faites. Et qu'est-ce qu'on trouve comme type d'hébergement dans Camping Paradis ?
Eh bien, on va trouver de la tente, on va trouver des emplacements nus, donc on peut venir avec sa propre caravane, avec son camping-car, avec sa tente. On va trouver des tentes déjà équipées, dans lesquelles on va pouvoir directement arriver avec sa valise. On va trouver des mobile homes, on va trouver des tipis, on va trouver tout un tas de choses qu'on trouve maintenant dans beaucoup de campings, qui sont des hébergements un peu insolites. Et on va avoir une grosse diversité. C'est cette diversité qui fait la force du camping aussi. On parlait de populaire. Le terme populaire veut dire aussi être connu. C'est pas que populaire au sens... au sens premier du terme. Voilà, au sens premier du terme. Et d'ailleurs, bien souvent, les stars de la variété se défendent d'être populaires, pas populaires. Par populaire, on veut dire qu'aujourd'hui, c'est 50% des vacances des Français en juillet-août. Absolument. Donc forcément, c'est monsieur et madame tout le monde, du 5 étoiles au 1 étoile, sous une tente ou dans un mobil-home haut de gamme. C'est vraiment des vacances très différentes. Alors, en préparant cette émission, il y a un mot qui est revenu souvent en discutant avec les uns et les autres, c'est la bienveillance. C'est le côté bienveillant dans le camping qu'on a, une espèce de mélange comme ça de classe sociale, et tout le monde se mélange dans un côté un peu hors du temps, et dans lequel on se retrouve. Est-ce que c'est vrai, ça, pour vous ? C'est vrai qu'on vit tous dans un univers où la mixité sociale est moins en moins importante. Les quartiers, tous les gens habitent un peu dans les mêmes quartiers. Il n'y a plus de services militaires. Il n'y a plus de choses où on échange. Ça, c'est moche. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a moins de lieux où on va échanger comme ça, de façon intersociale, interrégionale, intergénérationnelle. Et ça reste un endroit où on va... croiser des gens d'âges différents, de milieux différents, de cultures différentes, et ça participe beaucoup pendant ces 2 ou 3 semaines de vacances à une intégration à la société, une découverte des autres, à travers les enfants notamment, qui vont jouer ensemble les uns les autres, et c'est valable aussi au niveau européen. 35% des consommateurs des campings en France aujourd'hui sont des étrangers, donc on va découvrir des petits Hollandais, des petits Allemands et des petits Belges. Moi-même, quand je campais petit, je ne savais pas... Vous alliez où quand vous campiez petit ? Moi, j'allais sur la Côte d'Azur, dans le Var, à Roquebrune-sur-Argens. Moi j'étais normand, alors on avait tendance à aller plutôt en Charente-Maritime, dans les Landes et en Vendée. Un peu moins de soleil. Sur la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, est-ce qu'on a noté un goût des consommateurs qui change énormément ces dernières années ? Alors en réalité, ça n'a cessé de changer. Il faut tout le temps s'adapter. Exactement. D'ailleurs, 25% du chiffre d'affaires, on doit le réinventer l'année prochaine pour faire des choses nouvelles, repeindre en permanence. Tout à fait. C'est un vrai parallèle d'ailleurs entre l'hôtellerie de plein air et les parcs d'attractions qui doivent chaque année étonner aussi leurs clients. Chez nous, on réinvestit 25% de notre chiffre d'affaires, vous le disiez, pour pouvoir justement séduire de nouveaux clients, étonner, qu'il y ait un effet waouh lorsqu'ils arrivent lors de l'année suivante, lorsqu'ils visitent le même camping au cours de leurs vacances successives. C'est très important en changeant les hébergements, en rajoutant des prestations de loisirs. Tu le disais, Olivier, aussi, en rajoutant des services et des animations. C'est un élément absolument fondamental. L'animation, très important dans les campings. C'est très important. C'est vraiment ce qui crée l'osmose aussi. C'est ce qui va faire que très rapidement, on va connaître ses voisins, on va connaître ses voisins d'allée, les enfants vont faire connaissance très rapidement. En fait, un camping, c'est quand même avant tout une grande colonie de vacances pour enfants et pour adultes, où on va tous passer 2 semaines ensemble, 3 semaines ensemble, et donc l'objectif c'est de se connaître le plus vite possible. Et pour ça, les animateurs sont clés dans cette facilitation de rencontres. Et est-ce que l'enfant n'est pas un peu au cœur de l'offre du camping ? C'est autour de lui que ça tourne beaucoup. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit bien, la consommation commence en général quand le petit premier a 5 ans, et puis souvent peut-être se raréfie un petit peu plus tard quand le petit dernier a 16 ans. Mais effectivement, la grande consommation, c'est avant tout une consommation familiale, d'une clientèle d'adultes qui a entre 35 et 50 ans, et des enfants en âge de jouer les uns que les autres. C'est très tourné vers l'enfance, mais ça fait partie des grandes nouveautés. Aujourd'hui, les campings, et chez Camping Paradis en particulier, on a tendance à réserver des lieux, un petit peu des zones sur lesquelles on va réserver des choses un peu plus pour les adultes qui ont envie un petit peu de temps en temps de prendre un peu de recul avec les enfants, avec les mini-clubs, ou des piscines un peu plus tranquilles pour respirer un petit peu aussi. Est-ce que vous savez si les familles choisissent les régions particulièrement, ou particulièrement le camping là, parce qu'il y a une animation particulière ? Alors, c'est un peu des deux ? Il y a toute situation. C'est un peu tout. En réalité, avec les nouvelles clientèles qu'on accueille depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit que les clients changent de camping chaque année. Il n'y a qu'un tiers des clients qui restent dans le même camping année après année. Et d'ailleurs, les clients changent de mode d'hébergement aussi. Mais ils visitent la France, ils changent de région. Et c'est vrai que c'est pour une partie de la clientèle, les équipements et les services proposés dans le camping qui vont permettre de choisir celui-ci plutôt qu'un autre. Mais il y a aussi des clients qui choisissent le camping pour pouvoir visiter la région environnante. Et d'ailleurs, on a fait un sondage récemment. On s'aperçoit que 58% des clients se basent sur le choix de la région et sur ce qu'il y a visité autour pour sélectionner leur camping. On est en fait accroché au territoire. Et les campings sont prescripteurs de visite. Enfin, ils deviennent prescripteurs de visite. Je ne sais pas si c'est quoi. Nous sommes des offices de tourisme mini. C'est ça. Oui, voilà. Et d'ailleurs, nous, c'est la raison pour laquelle on souhaite étendre le réseau. On était 20 campings, 14, 11, pardon. Vous voulez 12 devenir campings. les number one en France ?
On va essayer, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va essayer d'en mettre dans chaque grande région française, parce que les Français veulent changer de région et veulent retrouver leur expérience dans telle ou telle typologie de camping, en espérant évidemment que ce soit plutôt Camping Paradis, parce qu'ils vont y trouver des choses merveilleuses. Mais effectivement, on doit être présent sur l'ensemble du territoire, parce qu'une fois on va vouloir aller dans le Verdon, une fois on va vouloir aller dans les Vosges, une fois on va vouloir aller dans le Massif central, et il va falloir trouver à chaque fois un camping correspondant à son besoin, à son attente. Et justement, restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio, nous partons au pays des grandes gueules, dans les Vosges, pour vivre une expérience de camping différente, où la piscine est naturelle, filtrée par les plantes, et les légumes sont du jardin, et comme les vélos, sont payés au chapeau. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et retour dans la France à découvrir consacré au camping avec Nicolas Daillot, président de la FNHPA, et Olivier Lacheneau, directeur général du réseau Camping Paradis. Nous accueillons Éric Legros, gestionnaire, lui, du camping du Mettet dans les Vosges. Un camping un peu particulier qui rompt avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, parce que c'est un camping collaboratif, participatif, très soucieux de l'environnement local, 80 places sur 5 hectares et demi, qui fait quand même 320 000 euros de chiffre d'affaires. Et dans le pays des grandes gueules, parce qu'on est là sur le site du film de Robert Enrico, 65, avec Bourvil et Ventura, dont vous vous souvenez. Donc on est entre Gérardmer et la Bresse, dans un paysage de montagne, 500 mètres d'altitude en forêt, et non loin des pistes de ski. C'est ça, Éric ? Oui, c'est très bien résumé, tout à fait. On l'a bien vendu. Oui. Alors parlez-nous de l'esprit qui flotte sur votre camping entre développement durable, promotion des entreprises locales et puis surtout nature et partage. Alors effectivement, ce camping existe depuis 7 ans maintenant. Il a été complètement réhabilité depuis 7 ans et on a fait le parti de ne travailler qu'avec les entreprises locales. Donc tous les locatifs que vous allez trouver sur le camping du Mettet, c'est des locatifs que vous ne trouverez que sur le camping. Qu'est-ce que vous appelez les locatifs ? C'est quoi des locatifs ? Pardon ? Les locatifs, c'est quoi ? Alors c'est des chalets. Ah d'accord. Des chalets, donc des chalets. Alors contrairement donc à l'emplacement nu, où les gens viennent avec leur matériel. Oui. Là donc tout est déjà équipé. Donc j'ai du chalet grand confort avec salle de bain WC équipée. Tout est en chalet chez vous. Et d'ailleurs, sur les écologies, on a obtenu le 2e prix national des constructions bois des sites touristiques en 2014, parce qu'on a travaillé aussi sur de la recherche et développement par rapport à des traitements chimiques. Donc justement, il n'y a plus de traitements chimiques et tout. Et donc l'intérêt d'avoir aussi travaillé avec les entreprises locales, déjà, c'est que quand vous avez le moindre souci, déjà, vous savez qui avoir. C'est ça va plus vite. Et en plus, l'intérêt, c'est que vous montrez votre savoir-faire et votre savoir-être local. Non pas que les Vosgiens sont mieux que les autres. Si. Quoique. Quand même. Non, il y a de belles régions partout et des belles personnes partout. Bravo. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est que les entreprises locales, en plus, vous montrent comme exemple par rapport à leur savoir-faire. Donc, les entreprises locales deviennent également vos ambassadeurs. Donc ça, c'est quand même génial. Est-ce qu'il y a de l'animasation chez vous ? Est-ce que quand les enfants viennent, ils s'ennuient pas ? Parce que la piscine en naturel filtrée par les plantes, elle doit être quand même pas très grande. Non, j'ai une petite pataugeoire pour les enfants, un bassin pour les adultes. Mais alors ici, l'intérêt, contrairement à ce qui se passe dans Camping Paradis, et attention, là, je n'oppose surtout pas les choses. L'intérêt dans les campings, c'est qu'il y a autant de campings différents qu'il y a d'envies de vacances différentes. Absolument. Et c'est très bien qu'on ait ce panel de campings différents. Et nous, l'intérêt, c'est qu'on propose que des sorties familiales, mais pas sur le camping. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à faire, c'est beaucoup le sport nature et bien-être, on a des randos, on a des lacs, on a des belles forêts. Moi, j'ai des vélos que je mets à disposition de mes clients, pareil, et c'est comme les légumes en permaculture et les œufs des poules, c'est au chapeau, il n'y a pas de prix. Alors, expliquez-nous ce que c'est que cette histoire expliquez-nous ce que c'est que cette histoire de chapeau. Philosophie. Oui, expliquez-nous ce que c'est que cette histoire de chapeau. Tout simplement, donc le matin, on ramasse les légumes, c'est dans une brouette, les gens viennent, ils prennent les légumes qu'ils veulent, et puis vous avez un chapeau, les gens mettent l'argent qu'ils veulent dedans. Et la famille qui n'a pas trop de moyens, elle va pas mettre beaucoup, et puis celle qui a envie de mettre un peu plus, un petit peu plus. Voilà, il n'y a pas de tarif. C'est au libre prix de chacun. Et c'est pareil pour les vélos et les œufs, hein. Les vélos, les œufs et les légumes, voilà. Est-ce que vous privilégiez les filières courtes aussi pour, par exemple, la nourriture ? Oui, tout ici, on va vraiment jusqu'au bout de la démarche du territoire. Vous êtes presque un camping militant. Tout à fait. Militant, vous venez découvrir vraiment un coin de nos Vosges. Les glaces ici, vous ne trouverez pas des glaces de grande marque. C'est les glaces à la ferme. On a un agriculteur qui fait ses propres glaces. Et l'intérêt, c'est que maintenant, une fois par semaine, il ouvre son atelier et les gens peuvent aller voir. Parce que l'intérêt, c'est aussi de montrer ses savoir-faire, ces gens qui savent faire. Donc, il y a des ateliers qui se font et les clients, avec leur famille, leurs enfants,
vont voir ces producteurs locaux. Et les producteurs locaux, bien souvent, font aussi des petites activités et tout pour les familles. Donc, du coup, voilà, c'est un ensemble qui se fait où les gens d'ailleurs viennent ici pour ça. D'accord. Nicolas Daillot, est-ce que c'est pas l'illustration parfaite de la grande diversité du monde du camping aujourd'hui? Des gens comme Éric Legros, il y en a d'autres. Il y a des campings naturistes, des campings, on en parlait, libertins. Il y a tout un tas d'éventails en fait. Oui, parce que là, il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. Tout à l'heure, on a parlé du camping le plus classique qui soit. Mais en réalité, vous l'avez parfaitement dit, derrière le vocable camping, il y a des réalités extrêmement variées. Donc c'est vrai qu'il y a les campings écotouristiques, c'est le cas d'Éric. Il y a les grands campings, il y a les petits campings, il y a les campings littoraux, de l'intérieur, des campings qui appartiennent à des groupes, des campings qui sont totalement indépendants. Les naturistes, vous en parliez, la France est leader mondial du naturisme. C'est vrai. Et c'est vrai que tout ça, ça fait bon ménage. Et du libertinage, enfin peut-être, on ne sait pas, on n'a pas de chiffres, mais c'est possible. Il y en a quelques-uns. Et tout ça fait bon ménage dans la mesure où les clients peuvent passer d'un modèle à un autre. En réalité, les campings, longtemps, ont accueilli tout type de clientèle dans le même établissement. Depuis quelques années, on segmente de plus en plus notre offre pour que les propositions faites par le camping aux clients correspondent au mieux à ce qu'il attend. Et c'est le cas notamment dans les campings écotouristiques comme chez Éric. Absolument. Est-ce que chez Camping Paradis, on a pris en compte cette notion de développement durable autour de soi ou pas? Oui, de plus en plus. De toute façon, aujourd'hui, c'est une problématique qui est récurrente, c'est une problématique qui est intéressante pour tous. Et d'ailleurs, auquel les clients sont très sensibles. Les clients sont de plus en plus sensibles au tri sélectif, par exemple aux éclairages du soir. Bien souvent, les gens demandent, mais cet éclairage, voilà, comment est-ce qu'il est généré? Parce que par exemple, les allées des campings sont éclairées le soir. Donc ça, c'est souvent une question. On dit, mais vous brûlez de l'électricité toute la nuit. Et bien souvent, les campings sont équipés effectivement de photovoltaïques ou de choses à LED, etc. Donc il y a eu beaucoup d'efforts faits là-dessus, accompagnés par le gouvernement d'ailleurs sur beaucoup de mesures. Et il y a vraiment, vous savez, un patron de camping, c'est avant tout quelqu'un qui vit dans la nature, ou en tout cas dans un univers naturel. Et d'ailleurs, bien vous dites souvent, ça, vous êtes le seul patron de camping à habiter Paris, en France. Oui, alors moi, c'est parce que je suis patron d'une chaîne de camping, mais je suis tout le temps. Et ce matin, j'étais encore à Saint-Palais dans les Charentes. Et je vous remercie d'être venu si tôt. Eh ben, écoutez, j'ai pris le premier train pour vous. Non, mais je suis beaucoup sur le terrain. Évidemment, j'habite à Paris. Voilà, ça c'est un choix personnel. Mais par contre, on a tous nos propriétaires de camping qui sont sur leur camping en province et qui pour le coup, sont forcément des gens très liés à la nature. Bien sûr. Et donc, très tôt, cette démarche, bien avant l'arrivée à la mode, je dirais, de tous ces nouveaux mots d'éco ceci ou d'éco cela, la réalité, c'est qu'ils, bien souvent, ils font ça depuis très longtemps. Vous êtes d'accord avec ça, Éric? Oui. C'est d'abord l'immersion dans la nature, c'est d'abord le contact du plein air qu'on vient chercher chez vous. Mais exactement, comme disait comme dans tous les campings. Effectivement, nous avons plus d'espace libre, d'espace vert que d'espace bâti. Et les gens, c'est vraiment ça qu'ils viennent chercher aujourd'hui. Ils viennent chercher, et peu importe le camping, que ce soit un gros, un petit, en milieu rural, en bord de mer, aujourd'hui, ils viennent vraiment chercher cette nature, se ressourcer à un moment. Alors par contre, vous voyez, pour ce qui est l'éclairage, eh bien moi, j'ai pas d'éclairage sur mon camping, même dans des allées. Alors, il y a du balisage, mais l'intérêt, voilà, et pour autant, c'est pas une critique dans ceux qui vont faire de l'éclairage, mais les gens regardent le ciel et disent « Waouh, vous avez plein d'étoiles ici !» C'est vrai. Parce qu'effectivement, dans les villes, avec la pollution lumineuse, on ne les voit plus. Donc on redécouvre des choses également. Et ça, dès l'instant que vous restez effectivement dans cette réglementation, qui est quand même, on est une profession très réglementée, et heureusement dans tout ce qui est sécurité et tout, et ça permet quand même à des gens de redécouvrir des choses toutes simples. Absolument. Et autour de vous, on peut aller voir la cascade du Bouchot, la ferme du Lojol, enfin plein de choses formidables dans les Vosges. Mais exactement, et tout ça, ça part d'ailleurs du camping. Et là, on est en train d'ailleurs dans les Vosges de créer des randonnées à vélo, mais entre différents campings. Donc c'est un produit packagé, vous viendrez dans les Vosges et vous allez pouvoir passer de camping en camping avec votre vélo, la nourriture, le petit déjeuner et tout. Donc c'est pour ça, c'est pour vous dire aussi que les campings, est-ce qu'on est vraiment des concurrents? Je crois qu'on est surtout tous avant tout, et même sur toute la France, on est des partenaires. Oui, bien sûr. Effectivement, ils vont venir à une période dans un camping où vous allez avoir des toboggans, des animations, et à d'autres moments, les mêmes familles veulent trouver autre chose. Oui, non, donc, mais à un moment, cette clientèle, elle se déplace. Et vous dynamisez aussi l'économie locale. Enfin, les gens qui viennent chez vous aussi vont acheter autour du camping. Mais oui, parce que moi, justement, j'ai une toute petite épicerie où il n'y a que des produits locaux. Ah bon? Étonnant. Des produits locaux, la bière locale et tout. Après, on leur dit, allez voir le producteur local, justement. Bien sûr. Voir ce qu'on peut faire. Et après, à un moment, c'est un réseau qui se fait. Et quand il y a des entreprises qui se mettent en place
et qui font des produits particuliers, eh bien, ils viennent nous voir en disant, est-ce qu'on peut bosser ensemble et tout. Et du coup, moi, quelque part, je suis la vitrine de tout ça. Mais bien sûr. Ici, ils ont déjà un petit panel de tout ce qu'on peut trouver en local sur notre territoire. Merci Éric Legros, on a bien compris que vous aviez un état d'esprit, une particularité, une singularité dans votre camping qu'on ne trouve pas ailleurs. Je vous rappelle que vous êtes dans les Vosges. Le camping s'appelle le camping du Mettet, sur la commune de Vanier. C'est bien ça, Éric, hein? C'est tout à fait ça. Et vous êtes où? Vous ouvrez quand? 1er avril. D'accord. Et là, j'ai déjà pas mal de réservations qui arrivent, justement, des étrangers, principalement, qui réservent déjà pour juillet-août. Merci Eric, à bientôt, bonne saison. À bientôt, bonne continuation. Nicolas, on en est où des réservations? Eh bien, les réservations pour 2022 s'annoncent... En France, hein? En France, bien sûr. Les réservations pour 2022 s'annoncent pour l'instant très bonnes. On est en forte hausse sur avril, mai et septembre. Et c'est très étonnant d'ailleurs que septembre soit déjà en hausse. Ce qui est le signe sans doute que le Covid a peut-être laissé des traces positives dans le comportement touristique des Français, puisqu'il réserve beaucoup plus tôt dans la saison. Le camping, c'est le grand gagnant du Covid, parce que c'est comme la solution d'hébergement la mieux adaptée au contexte sanitaire. C'est carrément, on est en plein air, on est loin les uns des autres, c'est top. On était absolument Covid compatible. Et surtout, l'autre phénomène qu'on constate dans le monde entier d'ailleurs, il y a le même phénomène aux États-Unis que le champion du camping dans le monde avec nous, et qui constate également, comme en France, comme dans les campings français, que nous avons un volume assez important de néo-campeurs, des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans un camping. Quel âge à peu près? Tous les âges. Ah oui? Aussi bien des retraités que des familles qui faisaient autre chose, qui partaient en vacances dans un autre contexte et qui cette année ont découvert le camping, enfin qui l'ont découvert pendant le Covid et qui vont prendre l'habitude, au vu de l'évolution des réservations pour 2022, de venir en camping pour passer leurs vacances. Mais allez camper les gens, allez camper! Restez avec nous chers amis, nous filons à 10 minutes de Béziers dans un instant, discuter avec Jean-Guy, le patron d'un des plus grands campings de France, un coin de Méditerranée où les naturistes et les textiles peuvent profiter de la même plage sans se mélanger et où l'enfant est roi. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Retour dans la France à découvrir, consacré ce soir à l'hôtellerie de plein air qu'on appelle aussi le camping. Nous avons sur le plateau, enfin avec nous dans les studios, Nicolas Daillot, président de la FNHPA bien sûr, et Olivier Lacheneau, directeur général du réseau Camping Paradis, une franchise dérivée de la série télé sur TF1. Et d'ailleurs, on parlait de l'animation, Olivier. Qu'est-ce qu'on fait chez vous pour former les gens? On a créé une école, tout simplement. On s'est dit, on va être mieux servi par nous-mêmes que par n'importe qui d'autre. Elle s'appelle la Camping Paradis Academy. On a formé il y a 2 ans une vingtaine d'animateurs. L'année dernière, 140 animateurs. Et cette année, 250 animateurs. Très bonne idée. Qui vont être répartis sur l'ensemble de nos établissements et qui vont porter l'âme Camping Paradis, qui vont arriver avec leur t-shirt bleu et leur savoir-faire après 2 mois de formation. Donc, c'est des contrats d'apprentissage, 350 heures de formation, un diplôme d'État à la fin et 6 mois sur les établissements. Bravo, ça on a envie de dire bravo Nicolas Daillot. Pourquoi la fédération n'y a pas pensé plus tôt à lancer une école parce que, de formation? C'est pas son rôle? Non, c'est pas véritablement son rôle. En fait, la fédération, elle pilote l'évolution de la convention collective. Elle a un gros travail en cours, notamment sur l'attractivité des métiers, puisque vous savez que dans le monde du camping, comme dans les autres modes, les mondes du tourisme, on a des difficultés à recruter, et notamment à recruter certaines typologies d'emplois, comme les animateurs par exemple. Donc aujourd'hui, on a un travail en cours pour arriver à mieux se faire rencontrer l'offre et la demande. On a un travail assez important sur l'apprentissage, puisque vous savez que l'apprentissage se développe beaucoup, et dans le monde du tourisme en particulier, on l'encourage et on essaye justement d'arriver à créer les conditions d'augmenter le nombre d'apprentis par des partenariats avec des écoles spécialisées. Mais c'est vrai que construire une école, enfin créer une école d'animateurs, c'est pas mal. C'est formidable. Belle initiative. C'est très très beau. En plus, on est content de ça parce que ça va vraiment former des gens sur le terrain et pas des gens qui viennent d'ailleurs, qui repartent. Donc c'est vraiment être un métier à part entière. Et oui, c'est une vraie découverte. L'apprentissage permet la vraie découverte d'un métier avec un cycle en immersion, rémunéré, un vrai cycle de formation, un vrai diplôme, une vraie expérience garantie de 6 mois que le contrat d'apprentissage garantit. Et donc un jeune sort d'une saison comme celle-là avec un vrai premier bagage. Sachant qu'on peut les accompagner jusqu'à 3-4 ans pour les faire petit à petit accéder jusqu'à des postes d'adjoint de direction et peut-être un jour de direction de camping. Vous allez peut-être même prendre votre place. Mais j'espère. Est-ce que géographiquement, c'est difficile aujourd'hui, techniquement, d'acheter un camping? D'abord, est-ce que lancer un camping, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement? Si je veux me reconvertir comme directeur de camping, je peux? Faut que j'aille acheter quelque chose ou je peux le créer moi-même?
Alors, l'attractivité demandée par les clients qui veulent être sur le bord de la mer, qui veulent aller dans des endroits extraordinaires, magnifiques, à haute valeur environnementale, nous interdisent de fait de créer de nouveaux campings. D'accord. Donc on ne peut pas créer de camping aujourd'hui ailleurs que... Vous ne pouvez pas en créer là où les touristes veulent aller en vacances. C'est ça. Ce qui fait que la seule solution, c'est d'acheter un camping existant. Après, la plupart des campings sont des petits campings qui sont accessibles pour des gens qui veulent se reconvertir. Si vous voulez acheter des produits exceptionnels de grande taille, la valeur financière est quand même assez élevée et c'est souvent assez compliqué. Le plus bas du camping qu'on puisse acheter aujourd'hui, c'est combien en France? 500 000? Oui, 500 000. Même vous pouvez trouver des tout petits à redynamiser complètement à 300 000 400 000. Mais c'est vrai que... Après, il faut réinvestir pour investir beaucoup. Et comment vous avez fait à Camping Paradis? Vous avez donc acheté des campings existants alors? Non, nous on n'achète pas, on est des franchisés. Nous, en fait, on regroupe autour de nous, sous notre drapeau et sous notre enseigne, des campings qui existent déjà, indépendants. Parce que c'est comme dans la série, vous savez, le Tom de la série, le Laurent Ournac de la série, eh bien, est un propriétaire de camping, directeur de camping, fils de directeur de camping, et ça existe déjà. Donc en fait, on a autour de nous, on regroupe autour de nous des gens qui bien souvent ont cette culture familiale du camping, qui sont déjà très proches de leurs clients. Parce qu'avant tout, nous, ce qu'on fait, c'est avant tout un casting des propriétaires. C'est-à-dire des gens qui sont proches de leurs clients et qui ont déjà l'âme de Camping Paradis, l'esprit de Camping Paradis que les gens connaissent bien. Et on souhaite renouveler cet esprit et amener dans Camping Paradis des établissements qui ont déjà cet esprit. Et après, on y rajoute une scénographie, des animateurs et des choses, mais on a quand même l'esprit Camping Paradis, qui est en fait un esprit de convivialité, de partage et d'émerveillement. Est-ce que par là même, on peut dire que vous glamourisez un peu l'image du camping et que vous la dépoussiérez de cette image un peu apéro bidochon dont elle a souffert pendant longtemps? Alors, on a souffert depuis longtemps, mais on y revient beaucoup. Vous savez, l'apéro bidochon, aujourd'hui, les planches de charcuterie dans les restaurants ressurgissent de partout. C'est sûr. Les assiettes à partager ressurgissent de partout. La guinguette revient à la mode. Donc tout ça, en réalité, mixe joyeusement des clientèles aussi bien citadines que des petits villages de France. Donc oui, le glamour existe, mais effectivement, il y a une diversité et un plaisir à partager qui est de plus en plus important. Il faut qu'on arrête de parler de populaire en se pinçant le nez. Il n'y a rien de grave et de déshonorant à être dans la population et à partager des valeurs communes. C'est même plus que ça. Oui. Il y a 20 millions de Français qui ne prennent jamais de vacances. C'est ça. Leur permettre de partir, c'est une mission extraordinaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est quand même un type d'hébergement relativement bon marché, avec un rapport qualité-prix excellent. C'est ce qui ressort comme premier critère dans toutes les études qu'on peut faire, le rapport qualité-prix. Vous êtes d'accord avec nous, Jean-Guy Amat, gestionnaire du camping Yellow, le Sarignan-Plage, un des plus grands campings de France, 42 hectares, 6 000 clients jour, 50 000 par saison. Vous êtes d'accord avec ça, qu'on est en train de glamouriser le camping? Ah, totalement. En fait, on a gardé, comme disait Nicolas très justement, dans l'ADN, la possibilité de venir avec une tente, une caravane pour un petit budget. Et en même temps, on est en mesure, dans certains établissements, d'offrir des prestations très confortables avec des hébergements avec sanitaire, cuisine. Et c'est là où ça redevient extrêmement intéressant parce que, contrairement à l'hôtel, par exemple, on n'a pas besoin d'aller au restaurant le soir, d'aller au restaurant à midi pour manger. On va pouvoir déjeuner, prendre le petit déjeuner tous ensemble pour 15 € et dans la journée, on vivra au gré de ces aventures sans avoir par la cave restaurant, ce qui fait que le produit, à ce titre-là, est très compétitif. Alors Jean-Guy, vous savez que c'est le moment dans l'émission, vous avez une lourde responsabilité, c'est celle de nous faire rêver. Vous êtes au bord de Méditerranée, sur une plage de sable fin magnifique. Vous êtes quand même un des campings les mieux situés en France, un des plus beaux, on peut le dire. Ah, on est très bien situé. On peut le dire. On est très bien situé le long d'une grande plage de sable fin, mais la caractéristique des campings, comme le disait Nicolas, c'est effectivement d'avoir choisi par le passé des emplacements extraordinaires, que ce soit en bord de rivière, en bord de mer. C'était l'attractivité qui avait déterminé ces emplacements-là. Et ce qui fait le charme, c'est qu'on peut se retrouver surtout et principalement en pleine nature. Et je crois que les gens aujourd'hui ont besoin de ça, se retrouver en plein air. C'est dans l'ADN, c'est le nom du camping, l'Opéry de plein air. C'est de se retrouver dans la nature et des paysans, de se retrouver avec un grand bol d'air en famille. Et vous, la particularité de votre camping, c'est que vous avez un département, si on peut dire, textile et un autre naturiste. Et les deux se côtoient sans se mélanger. Vous êtes fort. Alors voilà, nous c'est un petit peu notre particularité, c'est qu'on est parti de notre établissement qui est tout à fait. Il n'y a pas de mixité, chaque camping est bien distinct, mais par exemple les campeurs de la partie du camping textile peuvent aller marchant un petit peu sur la partie naturiste, ils peuvent reposer nus ou nager nus sans forcément avoir une expérience naturiste toute la journée. Et les naturistes, par contre, dans l'établissement naturiste, la pratique de la nudité est obligatoire.
Et on parlait autour de cette table de l'intérêt de l'enfant pour les campings. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour les enfants et les familles? Est-ce que c'est pas un peu votre vecteur et votre ADN au cœur de votre profession? Disons qu'il y a là aussi... Parce que vous avez quand même des toboggans, un gros secteur ludique et aquatique. Voilà, donc ça c'est les standards, on va dire, aujourd'hui qu'on retrouve dans les campings. Ça a été conçu autour des enfants, pour les enfants, parce que, encore une fois, le principe de venir en famille, ça rend le produit extrêmement compétitif. Les enfants adorent venir dans une tente safari ou dans un petit bungalow, parce que tout de suite, c'est beaucoup plus amusant de se retrouver en ville. Donc, ils vont pouvoir avoir une sorte de liberté, ils vont pouvoir faire du vélo, aller faire des activités de leur côté, et ça leur donne un sentiment de liberté qui est fort et qui est très émancipateur pour eux. Et également, on voit une évolution aujourd'hui où finalement les activités d'animation où avant on foutait les gamins au mini-club pour s'en débarrasser. Alors on a toujours cette possibilité-là, mais on essaye beaucoup de créer de plus en plus d'activités où on va faire des choses ensemble. Donc c'est vraiment de se retrouver en famille et où on va pouvoir participer au tournoi sportif avec ses enfants ou à une Olympiade avec ses enfants, ou créer des activités, faire une sortie en plein air. Participer à un spectacle ou des choses comme ça, ou créer des modules à base d'objets de récupération. Tout ça, c'est des moments qu'on pourra partager en famille, et c'est certainement ce qui caractérise aujourd'hui le plus en plus le camping, c'est de se retrouver dans la cellule familiale pour partager des moments ensemble. Alors soit avec ses parents, soit avec ses grands-parents parce que les parents travaillent. Il y a plein de formules. Mais c'est cette notion de se retrouver ensemble dans un moment de convivialité avec la possibilité d'être libre durant la journée. Et ce qu'on vient chercher aussi au camping, vous êtes d'accord autour de cette table pour dire que c'est un hébergement différent, mais aussi un peu qui fait rêver, un peu chic, un peu glam, un peu les tentes sahariennes, tout ça c'est très à la mode chez vous, partout. Oui, c'est à la mode partout, effectivement. Aujourd'hui, on a envie d'hébergements différents. Voilà, il y a eu beaucoup de mobil-homes, une génération entière, ça fait 20 ans maintenant que les mobil-homes arrivent dans les campings. Donc on dit non mobil-home. Non, c'est pas non mobile, mais en tout cas, on a envie de les habiller, de les thématiser. Et ça rentre bien aussi dans notre concept, par exemple, de Camping Paradis. On a envie de vivre une expérience un peu différente et trouver effectivement de la différence d'un camping à un autre. Donc, on va avoir des thématiques. Par exemple, chez Jean-Guy, il y a de très beaux mobil-homes avec des toitures spécifiques, avec des bardages bois spécifiques, avec des grandes terrasses, des petites terrasses, des jacuzzis sur la terrasse. Donc ça, on retrouve ça dans les campings aujourd'hui en France. Et c'est cette diversité qui fait que ça attire des clientèles très différentes. Merci de votre intervention, Jean-Guy Amat. Vous ouvrez quand? Courant mai. Courant mai. La nouveauté cette année, c'est quoi? On a justement un quartier avec des tentes safari, dans un quartier sans voiture, aux yeux sur du sable, le dépisement assuré. Et puis surtout, on est quand même face à cette belle Méditerranée. Bravo pour ce choix et cet emplacement que vous avez trouvé facilement, j'imagine. Ça fait longtemps qu'on y est. C'est pour ça qu'on a la possibilité voilà. Et on l'entretient avec beaucoup de soins parce que c'est un espace rare. Il faut qu'on protège. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention et on ira vous voir là-bas en Méditerranée. Rappelez-nous l'adresse, le nom du camping. C'est le Yellow Village, le Sérignan-Plage à Sérignan. Parfait. On va parler un petit peu des campings justement. Pourquoi on en perd 1000 par an ? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on en a encore perdu 150 l'année dernière. Et c'est étonnant, alors qu'autour de cette table, on est en train de parler de dynamisme et d'un secteur en pleine croissance et en bonne santé. Vous me dites qu'on en perd quand même. C'est un véritable paradoxe et on interpelle l'État depuis des années sur le sujet. D'ailleurs, il nous aide à essayer de trouver des solutions. En pratique, sur les 1000 campings qui ont disparu au cours des 10 dernières années, la moitié sont des campings municipaux. Ah, c'est ça. Et l'autre moitié sont des tout petits campings. Mais quand je dis tout petits campings, c'est 20, 30, 40 emplacements. Et dans les deux cas, l'idée, c'est d'arriver évidemment à les sauver, puisque la France bénéficie d'un avantage concurrentiel qu'aucun autre pays d'Europe n'a aujourd'hui. C'est ce maillage territorial incroyable de campings. Donc ce serait une folie que dans 20 ans, on s'aperçoive qu'on a perdu cet avantage parce que les campings ont disparu les uns à la suite des autres. Mais peut-être qu'il y en avait trop, il y avait trop d'offres. C'est peut-être que ça s'assainit naturellement, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas trop d'offres. En réalité, ceux qui meurent sont ceux qui n'ont pas pu se repositionner, n'ont pas pu proposer à leur clientèle tout ce qu'on évoque depuis le début de l'émission, c'est-à-dire l'adaptation permanente de notre qualité, de nos services, de nos prestations. Et s'ils ne peuvent pas le faire, c'est en général parce qu'on ne leur donne pas le droit de se transformer. Et c'est justement l'équilibre qu'on essaie de trouver avec l'État, en étant très durable sur le développement, d'arriver à permettre aux campings de proposer les prestations que les clients attendent. Très bien. Eh bien, restez avec nous, chers amis de Sud Radio. Nous allons continuer à faire le tour des campings de France. Nous allons aller dans un camping 5 étoiles à Saint-Léon-sur-Vézeray, en Dordogne. Sublime endroit, non loin des grottes de Lascaux. Nous allons tout savoir sur cette tendance qu'on appelle le glamping. À tout de suite.
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Retour dans la France à découvrir, nous parlons des campings et de la fédération, avec la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, on va y arriver, j'aurais pas dû commencer par là. Avec Nicolas Daillot, qui est président de la FNHPA, et Olivier Lacheneau, directeur général du réseau Camping Paradis, dernier né des opérateurs dans le secteur. Et c'est pas toujours simple, on en parlera. À Saint-Léon-sur-Vézère, dans la vallée de l'Humanité, proche des grottes de Lascaux, nous accueillons Jay Custer, gestionnaire du camping Le Paradis en Dordogne. Bonjour Jay. Bonjour. 2 générations gèrent votre établissement depuis, et vous depuis 91. C'est un emplacement un peu particulier par îlot, par quartier. C'est le dernier 5 étoiles tenu par une famille gérée en France. Et vous le gérez avec votre femme. 800 personnes que vous accueillez tous les jours. Oui, alors pas le dernier en France, hein, en Dordogne. En Dordogne, oui, c'est ça, en Dordogne. Dans le Périgord, parce qu'en France, ça serait pas mal, mais non, en Dordogne. Des fois, je m'emballe. Et pour pas faire de confusion, on est bien camping Le Paradis, oui, absolument, historique, et qui a 55 ans d'existence, et non pas de la chaîne. Absolument, oui, rien à voir. Vous étiez là avant, vous avez un développement différent, et chacun est bien gardé. C'est ça. 8 hectares, 212 emplacements, 3 maisons gîtes. Vous êtes éco-labellisé Clé Vert. Ça veut dire quoi? Alors, on a 2 écolabels en fait. On a Clé Verte et l'écolabel européen qui sont 2 labels environnementaux de développement durable, on va dire. Donc c'est un peu notre dada, notre créneau vraiment principal, c'est, on va dire, l'humain et l'environnement. D'accord. Alors vous êtes proche des grottes de Lascaux, vous êtes dans un environnement de visite. Est-ce que vous êtes prescripteur des visites autour de vous? Oui, on est alors non seulement des visites, tout ce qui a rapport avec la préhistoire, puisque la vallée de la Vézère est considérée comme la vallée de l'humanité, comme vous l'avez dit, et on a un nombre de sites préhistoriques qui est tout simplement unique. Il n'y a pas d'autres sites de ce type-là dans le monde entier. C'est pour ça d'ailleurs que la vallée de la Vézère a été classée au patrimoine mondial de l'humanité et qu'elle a aussi maintenant les grands sites de France, qui est un peu le Graal des sites en France. Et nous-mêmes, donc, on essaye de faire visiter ces espaces autour de nous, déjà par ma femme et moi-même. On part régulièrement faire du vélo, de la marche, du VTT, pour faire découvrir notre environnement. D'accord. Et à l'intérieur de votre camping, vous avez pris soin de mettre un développement par îlot pour que les gens soient vraiment sans voiture et presque autonomes les uns envers les autres. Alors, oui, disons que c'était un peu novateur, mais novateur d'il y a 50 ans, c'est ça. C'est vos parents qui avaient commencé comme ça, oui. Oui, l'idée c'était de faire des petits îlots pour que le camping étant une activité assez sociale, de rencontres de gens, et l'idée c'était pas de faire des grandes allées avec des emplacements autour, mais des îlots individuels où on se retrouve à 5 ou 10 familles, ce qui crée le lien, alors que sur des grandes allées c'était un peu compliqué. À l'époque c'était interdit. Ah oui. Et finalement, on a fait ce qui était interdit. Et finalement, c'est devenu l'exemple à suivre par la suite. Donc, comme quoi, les règles changent. Est-ce que la fédération invite justement les propriétaires de camping à réfléchir sur ce genre de choses, par exemple? Bien sûr. Il y a Nicolas qui va nous en parler. Alors, l'exemple que donne Jay est symptomatique. En réalité, le rôle d'une fédération, c'est d'essayer de créer les conditions du succès avec les pouvoirs publics, avec le ministre du Tourisme au premier chef. Ça, c'est le lobbying. Ça, c'est le lobbying, mais aussi force de proposition. Oui. Et c'est lié avec l'introduction. Le camping est un mode d'hébergement extrêmement souple, qui se transforme en permanence. Eh bien, la loi n'a cessé de se transformer depuis 1959, depuis que le camping a été créé, depuis que l'objet juridique a été créé. Et il continue d'évoluer à partir des propositions qu'on formule à l'État, notamment à travers les constats. Vous parliez tout à l'heure des municipaux et des petits qui disparaissent. Oui. Et ben on fait des propositions pour sortir de cette ornière qui vont prendre la forme de lois et de règlements et qui permettront, là encore, d'assouplir. Et puis, si on prend un exemple très concret, vous savez que les campings ont des étoiles, comme les hôtels ou les chambres ou les gîtes, par exemple. Eh bien, régulièrement, on transforme la grille des étoiles pour modifier les critères de confort exigés par les clients. Qui délivre ces étoiles? C'est la Donc, fédération? c'est l'État qui délivre les étoiles, mais par contre la grille, elle est co-construite entre les pouvoirs publics, les consommateurs et nous. D'accord. Qui vient chez vous et qu'est-ce qu'on vient chercher exactement dans votre camping? Oh là, qui vient chez nous? Vous?
Oui, tout le monde. Tout un chacun. Tous nos auditeurs sont les invités. Bien sûr. Ne dites pas ça, ne dites pas ça. Mais si. Mais par contre, on aura besoin de 2 ou 3 saisons, j'espère, pour remplir. Oui, c'est clair. Mais non, qui vient chez nous, c'est en effet tout public, que ce soit les publics de proximité ou étrangers aussi un peu, étrangers. Mais beaucoup d'étrangers. Oui. Alors c'est vrai que la crise sanitaire actuelle a énormément changé la donne. On est passé de 75-80% d'étrangers, essentiellement européens, européens du Nord, souvent néerlandais, belges, britanniques et allemands. Et maintenant, on est plutôt à plus de la moitié de Français, clientèle locale. D'accord. Et à Camping Paradis, on avait le même problème. Non, on vient chercher plutôt de la clientèle franco-française. Alors on est très francophone, c'est vrai que Camping Paradis, alors les Belges nous connaissent très bien, les Suisses nous connaissent très bien, parce que le Camping Paradis est diffusé là-bas aussi. Évidemment, les Français nous connaissent très bien, mais après, au-delà de la notoriété de la série, nous, ce qu'on cherche avant tout à faire, c'est à créer un produit de tourisme spécifique et d'être reconnu petit à petit pour ce produit de tourisme spécifique. Et donc, on a beaucoup de gens qui viennent chez nous, qui sont pas forcément fans de la série du tout, qui ont peut-être vu quelques minutes, parce que quand on est campeur, on s'est toujours arrêté quelques minutes devant Camping Paradis en se disant, tiens, ça a l'air sympa, j'irai bien faire un tour. Mais en réalité, les gens viennent avant tout chercher un esprit, un contenu d'offres. Et on a beaucoup de clientèles étrangères qui découvrent Camping Paradis, qui en découvrent tous les bienfaits et tous les aspects sympathiques sans connaître du tout la série avant. Et l'esprit de Camping Paradis, c'est un peu ça, hein, la musique de camping. Rappelez-vous, c'est un peu la fête. Mignon. Ouais. C'est un peu la fête la journée, c'est un petit peu la fête le soir, mais c'est pas la fête non plus. Enfin, on n'est pas non plus un club fiesta. Alors c'est vrai que le nom de cette chanson, Fiesta Boom Boom, peut laisser croire que en fait c'est la discothèque jusqu'à 3h du matin tous les jours. Non, on reste une clientèle familiale, des activités et des animations qui s'arrêtent vers 22h30, 23h, un peu comme dans tous les campings, pour laisser les gens dormir après, se reposer. Ça reste des familles. Et G, à Saint-Léon-sur-Vézère, est-ce que vous avez cédé aussi à cette ambiance un peu de fête ou pas dans votre camping ? Pas trop. Non, pas trop. Non, c'est pas notre créneau. Alors c'est clair qu'on a de l'animation qu'on fait en grande partie. Ça, on a bien compris que c'était incontournable dans les campings aujourd'hui d'avoir une bonne équipe d'animation. C'est vrai, mais nous, elle est beaucoup orientée autour du sport, de la découverte de son environnement. Et en fait, oui, le soir, ça nous arrive d'avoir des soirées musicales ou des animations proposées par notre équipe d'animateurs. Mais c'est pas spécifiquement la fête, non, c'est pas le sujet. Et on est en Périgord, pas une région qui reçoit énormément non plus de jeunes, donc la clientèle est plutôt familiale ou des personnes âgées en avant après saison. Par contre, on a de l'animation du premier jour d'ouverture jusqu'au dernier jour, d'avril à octobre. Est-ce que vous avez répondu à la demande de la clientèle qui est en ce moment d'avoir un jardin potager partagé? Ça, c'est très à la mode, ça, dans les campings. Vous connaissez mon prénom? Oui. C'est G, donc le potager. C'est ça, c'est le jardin à moi. Je l'ai vu venir. À moi. C'est ça. Voilà. Donc oui, on a. Alors c'est pas une mode, nous on a lancé la mode. Ah bah oui, forcément. Non, on a un jardin partagé et un jardin potager en effet depuis une quinzaine d'années au camping. Et c'est un peu un attrait, c'est un point fort du paradis. Ouais. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. On vous souhaite. Vous ouvrez quand là bientôt? On ouvre le 1er avril, et c'est pas une blague. 1er avril, c'est très bien. Et oui, c'est un peu tôt, non, dans la saison, non? Non, en Périgord, là, pour tout vous dire, je suis assis à une terrasse de restaurant, dehors, à Sarlat, et il y a du monde. Donc il y a du monde un peu tout le temps. Ah, vous êtes à Sarlat, très bien. Il fait beau à Sarlat. Tout à fait. Oui, il fait tout à fait beau. Oui. Parfait. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, et on vous souhaite une bonne continuation pour votre camping. Rappelez-nous le nom, le prénom, Camping Le Paradis en Dordogne, dans Saint-Léon-sur-Vézère, qui, comme chacun sait, est le plus beau village de France. Bien sûr, et qu'on ne confond pas avec nos amis de Camping Paradis de la série télé. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Nicolas, c'est quoi le mythe des 4 saisons dans le tourisme? Oui, c'est-à-dire qu'on fait 80% de notre activité sur juillet, août, septembre, en fréquentation. Donc c'est absolument énorme aussi parce qu'on accueille beaucoup de familles et que les vacances scolaires, jusqu'à preuve du contraire, sont quand même très concentrées sur juillet, août. Ouais. Par contre, c'est vrai que dans le monde du tourisme, depuis des décennies maintenant, on souhaite étaler un peu plus la saison, voire même lisser la saison touristique en fréquentation sur toute l'année. Nous n'y sommes pas vraiment parvenus. Mais le Covid change peut-être une partie de la donne. Et la tendance des réservations pour 2022 tend à le montrer avec la bonne dynamique sur avril, mai et septembre. Et même l'année dernière, octobre-novembre, jusqu'aux vacances de la Toussaint, était très dynamique. Les Français, sans doute, ont pris l'habitude peut-être de partir plus longtemps, plus souvent, et y compris en toute saison, ce qui permettrait peut-être d'arriver à réaliser cet objectif ancien du monde du tourisme et de la stratégie de développement touristique de la France, que d'étaler un peu plus les flux dans le temps. D'accord. Alors on va retrouver l'adresse de votre camping dans les bonnes adresses de Christophe qui sont sur le site.
site, parce que vous êtes propriétaire d'un camping dans la baie de Douarnenez, la plage de Tréguer. Parlez-nous-en, vous avez 20 secondes pour nous dire pourquoi il faut aller chez vous. Eh bien, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas. C'est un camping qui est sur le bord de la plage, on a accès direct à la plage, très bien situé entre la Pointe du Raz et la presqu'île de Crozon. Golfe du Morbihan. Et alors non, dans la baie de Douarnenez. Dans la baie de Douarnenez. Le golfe du Morbihan est extraordinaire également, mais c'est l'une des plus belles baies de France. Et c'est la vraie Bretagne, puisque c'est la Bretagne tout à l'ouest là-bas. Après, il y a juste l'Atlantique et l'Amérique. Donc je vous invite à venir découvrir ce très bel endroit de Bretagne. D'accord. Le site de la fédération, c'est quoi le site internet? fnhpa-pro.fr. Et là, on trouve toutes les informations sur tous les campings de France. C'est ça. Mais c'est pas par là qu'on va réserver. Alors en général, la fédération est là pour donner des informations aux exploitants de camping. D'accord. Mais c'est vrai que les gens qui s'intéressent... Le grand public peut consulter. Le grand public peut évidemment regarder. Les journalistes regardent fréquemment. Tous ceux qui veulent s'intéresser au monde du camping, en général, commencent par regarder le site de la Fédération nationale. Vous y trouverez notamment nos dossiers de presse, ce qui vous permettra de trouver des mines d'informations. D'accord. Olivier Lacheneau, on en est où des réservations sur Camping Paradis cette saison? Ça se passe très bien et je suis assez d'accord que cette année, on a des réservations qui démarrent très tôt et l'arrivée du mobil-home a beaucoup chamboulé ces saisonnalités qui étaient avant très concentrées sur juillet-août. Aujourd'hui, on fait le plein à Pâques, au bord de mer, en Dordogne, un peu partout. Les vacances de Pâques deviennent des vraies périodes où les campings sont quasiment complets, en tout cas en locatif, en mobil-home. Les tentes, c'est un peu moins, ce qui fait encore un petit peu frais. Mais dans les mobil-homes, aujourd'hui, c'est chauffé, c'est climatisé. Il y a effectivement du confort dès le mois d'avril et jusqu'au mois d'octobre. Donc les réservations en avant et en après-saison sont effectivement très importantes cette année, ce qui peut sembler un peu étonnant parce que je me disais, les gens ont vu que pendant 2 années, le juillet-août se passait globalement sans Covid, mais qu'ils auraient pu être un peu frileux sur Pâques. En réalité, je pense que les gens là sont très optimistes et ils ont raison de l'être d'ailleurs, parce que tous les signes laissent à penser qu'on n'aura pas plus besoin de grand-chose en mois d'avril. Et dès le mois d'avril, la saison est lancée. Et aujourd'hui, beaucoup de parents décident d'emmener leurs enfants fans de la série Camping Paradis. 75 campings, belle réussite. Est-ce qu'on pourrait y rencontrer des stars? Vous avez 10 secondes. Oui, on va rencontrer des stars. Chaque semaine, chaque été. Des vraies stars. Des vraies stars. Des stars de la télé, des chanteurs, des acteurs. On pourra se faire prendre en photo avec. Des selfies, des photos. Génial. Et on va passer 2 heures avec des stars chaque semaine dans les campings Paradis en juillet-août. Rappelez-nous l'adresse du site internet. Le site internet, c'est camping-paradis.com, tout simplement. Parfait. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission sur les campings. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans La France à découvrir. Bonne soirée, bon dimanche et à bientôt.